recevoir pour la deuxième fois Wassila Tamzali et je vais vous la présenter brièvement. Elle est algérienne, elle était avocate à la cour d'Alger et elle était aussi directrice des droits des femmes à l'UNESCO pendant des années. Et elle est auteure écrivaine de plusieurs livres, dont 2 livres qui ont fait beaucoup de bruit, beaucoup parlé d'elle. Une femme en colère, lettre aux Européens désabusés, voilà le sous-titre. Et Burqa, voilà, avec un point d'interrogation. D'une part, est-ce que vous voyez un quelconque parallèle entre ces révolutions arabes actuelles et celles de mai 68? Et en général, pour vous, quels sont les enjeux principaux de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes? Donc on va passer peu à peu, en 50 ans, de cette grande matrice marxiste vers des pouvoirs autoritaires, sinon dictatoriaux, hein, avec les régimes uniques, avec la suppression de la liberté d'expression, avec le contrôle des centres de savoir, je pense aux universités, et bien évidemment la police, la gendarmerie, l'armée et des services de sécurité militaire qui vont contrôler l'ensemble de toutes ces forces répressives à l'intérieur, que ce soit de la Syrie, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Nous allons avoir des systèmes, disons-le, policiers, d'une certaine manière, qui vont s'instaurer dans ces pays. Et la grande manœuvre, je dirais, la grande manœuvre de tous ces régimes, ça va être de arrêter l'histoire. Je m'entends. C'est-à-dire que ces régimes vont hériter de mouvements populaires et révolutionnaires plus ou moins développés. Il est évident que si on prend toute la mythologie et tout le discours de la révolution algérienne, nous sommes devant une révolution populaire, n'est-ce pas? Populaire. Un peu moins en Tunisie, pas au Maroc évidemment, puisque nous avons une royauté. Mais en Algérie, l'armée prend le pouvoir au nom du peuple, comme en Égypte, comme en Syrie. Nous avons donc, si vous voulez, sur ces pays, sur ces pouvoirs en place, qui vont avoir comme préoccupation première de conserver le pouvoir, d'abord contre leur propre discours, puisque bien évidemment, les régimes militaires qui ont un discours populiste ou populaire sur l'égalité des peuples, il va bien falloir se garantir que le peuple ne déborde pas sur le pouvoir qu'on a, n'est-ce pas? Donc, peu à peu, si vous voulez, dans l'ensemble de ces régimes, d'une façon volontaire, tacite, avouée, déclarée, ou d'une façon secrète, d'une façon tacite, il va y avoir une utilisation de la religion de plus en plus grande pour contrer et stopper les mouvements démocratiques. Parce que le premier ennemi, évidemment, de ces pouvoirs en place, ça va être les pouvoirs démocratiques, les velléités démocratiques, les tendances démocratiques, n'est-ce pas? Et nous allons voir comme ça, à l'intérieur de l'ensemble de ces pays, peut-être qu'en Tunisie, avant tout le monde, Bourguiba a mis en prison les élites universitaires, n'est-ce pas? Et les intellectuels, mais nous allons avoir peu à peu, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Syrie, en Libye, dans tous ces pays-là, nous allons avoir peu à peu un contrôle absolu de la société civile, avec, d'une part, la mythologie nationaliste, qui va être encore très forte, n'est-ce pas, pour obtenir des adhésions populaires, et évidemment la religion, qui va être utilisée comme un moyen de contrôle social très efficace. Ce contrôle social, évidemment,
qui va s'exercer à travers la religion. Et nous allons avoir comme conséquence première, évidemment, l'islamisation des sociétés, des mœurs. Et là, je ne parle pas de la religion, je parle de l'islamisation des mœurs, n'est-ce pas? Avec au fur et à mesure que vont, d'une certaine manière, se délégitimer les pouvoirs en place, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'argument nationaliste, le grand mythe nationaliste, ne pourra plus expliquer la prise de pouvoir ou le fait que le pouvoir est gardé par les mêmes que ceux qui prétendent avoir libéré les pays, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, nous allons avoir comme utilisation la religion comme une forme identitaire, une composante très forte de ce qu'est la nation. La nation va devenir de plus en plus une nation. On prend par exemple, l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, quand elle se constitue, elle s'appelle la République démocratique, populaire et socialiste. Il n'y a pas de mot démocratique et populaire. Il n'y a pas socialiste, démocratique et populaire. Il n'y a pas musulman dedans. C'est une république démocratique et une république populaire. Mais peu à peu, on sait maintenant, et on s'en rend bien compte, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Algérie, on sait très bien que entre les mouvements islamistes qui vont devenir un instrument secondaire du pouvoir, tout en étant apparemment les ennemis du pouvoir, parce que c'est comme ça que les pouvoirs en place, que ce soit en Algérie, en Égypte et dans tous les pays installés au sud de la Méditerranée, vont devenir des bons élèves pour les Européens et pour les Occidentaux, parce qu'ils vont être apparemment ceux qui vont endiguer l'islamisme. On a vu après le 11 septembre, dans les pays arabes, les libertés qui existaient, les petites libertés qui existaient, régresser considérablement, parce qu'après le 11 septembre, les gouvernements en place ont eu un feu vert des Occidentaux pour exercer le pouvoir pleinement, sans le partager. Et sous prétexte de lutter contre l'islamisme, on a lutté contre la démocratie dans l'ensemble des pays dits musulmans et dits arabes, n'est-ce pas? En Égypte, par exemple, on a interdit Moubarak, à l'ère Moubarak, on a interdit les frères musulmans, mais on a laissé la morale dite religieuse s'installer dans la société. C'est-à-dire qu'on a donné tout ce que demandaient les frères musulmans et les islamiques partout, sans leur donner le pouvoir. En Algérie, par exemple, le code de la famille algérienne, on dit que c'est un cadeau de fiançailles du fils et du FLN. Parce qu'il n'y a pas que des raisons économiques qui peuvent expliquer l'exil des Algériens ou l'exil des Marocains ou l'exil des Égyptiens. C'est aussi la recherche de la liberté, n'est-ce pas? À partir du 17 décembre, à partir de cet événement tragique à Sidi Ben Bouzid en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien de moins que la remise en marche de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes entrés de nouveau dans l'histoire. Ils sont descendus dans la rue pour la dignité et pour la liberté. Et ils sont descendus dans la rue pour se faire entendre, pour remettre l'histoire en marche. Et c'est un phénomène extraordinaire, parce que nous sommes devant la remise en marche de l'histoire. Alors quand on me dit, oui mais et les femmes, on ne les voit pas. Mais c'est très important pour les femmes. Pourquoi? Il y a eu un jeu non dit, bien évidemment, et non pensé peut-être, mais en tout cas qu'on peut analyser comme ça. Il y a eu un partage du pouvoir, un partage des
pouvoir entre les hommes. Pour certains, l'argent, l'armée, le pétrole et le pouvoir, dans le sens qu'on en entend, et pour d'autres, la famille, la société, la rue, l'école, les journaux, les cinémas, la morale. Et dans cette partie-là, si vous voulez, bien évidemment, on n'a pas été chercher loin, on n'a pas créé une nouvelle morale, parce que ça pouvait être dangereux. On s'est adressé à la tradition la plus archaïque, n'est-ce pas, pour conserver la paix sociale et pour avoir sous la main ces sociétés qui, d'une certaine manière, pendant que d'autres exercent le pouvoir, les autres hommes exercent le pouvoir sur les femmes et sur la famille. Cette remise en marche de l'histoire, pour les femmes, c'est fondamental. Parce que d'une certaine manière, c'est l'accès à la citoyenneté. Je m'entends. La citoyenneté, c'est exercer un pouvoir politique dans la cité. Et ce pouvoir politique dans la cité, jusqu'à maintenant, était interdit. Et il est encore interdit dans certains pays. On ne peut pas élire son maire, on ne peut pas décider de rien du tout, hein. On ne peut rien décider, même si vous voulez vous mobiliser pour dire, pour pas couper les arbres de cette rue, vous n'obtenez jamais gain de cause. C'est-à-dire, il n'y a pas de citoyenneté. Les individus sont considérés comme des éléments de la nation à base de nationalisme et de religion. Il est certain que pour les femmes, et pour la démocratie, et pour la liberté, le passage de cet individu pris dans un réseau nationaliste, dans une gang identitaire très forte qui recherche dans le passé une identité nationale, si vous voulez, le passage à la citoyenneté, c'est pour les femmes un espoir d'indépendance et de liberté. Et c'est d'autant plus important, si vous voulez, que le féminisme, avant d'être une technique juridique de l'égalité en droit, c'est d'abord un mouvement de liberté singulière des femmes pour affirmer leur liberté, en tant qu'individu, pas en tant que femme, en tant qu'individu d'abord. Les mouvements de libération sont souvent contre la liberté individuelle. Mais chaque chose en son temps. C'est-à-dire que dans un mouvement de libération, on ne peut pas exprimer toute sa liberté. On rejoint un mouvement de libération et on abandonne ses désirs singuliers pour libérer. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde arabe, pourquoi je vous dis que l'histoire se met en marche, c'est parce que ce qui se passe, et l'enjeu principal, l'enjeu c'est, on est en train de passer de la lutte pour la libération à la lutte pour la liberté. Et passer de la libération à la liberté, eh ben, c'est tout un programme, et c'est tout un chemin que nous devons entreprendre aujourd'hui. Et il est évident que pour les femmes, comme pour les démocrates, comme pour toutes les autres catégories de la population, c'est une porte ouverte vers la réalisation du désir de la liberté. J'ai parlé de mai 68 parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui a été porté par des mouvements idéologiques, hein, genre, c'est sûr, mais ces mouvements idéologiques existaient avant, et ce qu'ils ont exprimé, c'était un peu tout à fait particulier quand même. C'est-à-dire, c'était vraiment cette liberté individuelle. Et l'histoire des femmes, bien sûr, je connais bien, les femmes se sont organisées ensuite pour lutter contre l'histoire qu'elles étaient un peu instrumentalisées par les hommes des mouvements, ça c'est clair. Mais disons que je pense qu'il y a entre ce moment de mai 68 et ce qui s'est passé, il y a des passerelles. Il y a vraiment des passerelles. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, en Tunisie, une revendication radicale qui, au niveau des revendications sociales. Donc là, on sent très bien qu'on est en train de... On joue dans la cour des grands, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la politique. Et
l'idée, c'est de maintenir un équilibre entre toutes les forces qui ont participé à cette révolution, n'est-ce pas, et à préserver la cohésion sociale, De tous les pays, la Tunisie, c'est celui qui nous donne le plus d'espoir dans cette exigence de cohésion sociale. La question des femmes. En Tunisie, on ne peut pas dire qu'elle se pose frontalement. Se pose la question de la laïcité. Oui. Quand j'ai ce livre qui s'appelle Une femme en colère, en réalité devait s'appeler L'innommée, où je dis que je n'ai plus de nom. Avant, j'étais une femme algérienne, maintenant, je suis une femme musulmane. Vous comprenez? Et ça change tout. Moi, je suis une femme algérienne, je ne suis pas une femme musulmane. Après, si je suis musulmane, c'est mon problème. Je ne peux pas passer mon temps à essayer de me définir par rapport à l'Occident. Comme disait Frantz Fanon, dans le regard de l'autre, nous sommes un. Moi, je ne suis pas un. Nous sommes 1000, nous sommes 1 million. Nous sommes des individus, nous sommes des êtres libres. Et nous devons sortir de cette vision colonialiste, n'est-ce pas? Et c'est ça le chemin que nous faisons aujourd'hui, que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de dangers sans doute. La dimension mondiale, enfin, bien au-delà des pays arabes, de ce qui s'est passé, moi je l'ai ressenti moi-même. Vous savez, vous avez parlé du relativisme culturel qui a été remis en question. Moi, pour moi, ça a été une libération. Je veux dire, il y a une chape de plomb ici en France, pas seulement en France, mais avec ce politiquement correct, justement, qui a imposé ce relativisme culturel, comme quoi, quand on n'est pas chrétien, occidental et blanc même, enfin, en pensant aux Africains subsahariens, finalement, ces notions de liberté, de droit d'homme, tout ça, c'était pas leur culture, quoi. Et puis même penser que ça pouvait être leur culture, c'était du néocolonialisme. Moi, j'ai toujours vécu ça comme quelque chose de complètement odieux et même complètement raciste. Et justement, ce qui se passe là, actuellement dans les pays arabes, c'est une énorme chape de plomb qui se soulève, et aussi pour nous, enfin pour moi personnellement, je vois. La laïcité, ce n'est pas seulement une technique juridique. La laïcité, c'est une philosophie, c'est une attitude devant les choses. C'est un esprit de critique constant devant les choses. C'est la capacité de critiquer constamment et publiquement la religion. Est-ce que vous pouvez le faire en Syrie? On ne peut pas dire que la Syrie soit un pays laïque. Je crois que la laïcité, c'est un désir, c'est un projet pour les pays arabes, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est un rendez-vous, alors bon, vous me trouvez idéaliste, tant mieux, c'est un compliment que vous m'avez fait. Mais je vais vous dire, oui, parce que c'est important, j'ai enfin le droit d'être idéaliste. C'est important, vous l'avez été pendant des siècles, c'est à nous à l'être maintenant. Vous n'y croyez plus, vous ne croyez plus en rien, j'y peux rien. Plus rien. Les Européens pensent qu'on ne peut pas changer le monde. Nous, on est en train de dire on va le changer. Voilà, on a un décalage. On est en décalage. 50 ans d'obscurantisme, une religion qui est devenue obscurantiste, des mouvements secrets, des pactes, etc. Mais il faut y aller, parce que c'est l'histoire, et on est obligé d'y aller. Voilà. On a l'impression que nos brillantes classes politiques et médiatiques françaises ne se sont pas rendues compte que ces mouvements, qui étaient des mouvements de liberté, n'étaient pas des mouvements simplement exotiques parce que au-delà de la Méditerranée, mais des mouvements qui nous concernaient. Je crois que ce qu'il faudrait maintenant, c'est que entre les Occidentaux et nous, il y ait un rapport d'égalité, de discours franc, ouvert. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans nos sociétés. Je crois que c'est ça qui est le plus important, parce que c'est là que tout se joue, si vous voulez. La lutte des femmes pour leur égalité et leur liberté, comme la lutte de tous pour la démocratie, même s'il est difficile de les distinguer clairement sous la profusion des images d'une actualité dévorante et spectaculaire, font partie de notre identité, de notre histoire, celle d'hier, celle à venir et celle du présent de ces pays auxquels nous appartenons. Vous voyez ?